Bonsoir Sarah El Haïry. Merci Bonsoir. de nous avoir rejoints. Vous êtes la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. On va parler de Sciences Po Paris dans quelques instants. Peut-être d'abord votre réaction à ce que dit ce soir Emmanuel Macron. À 43 jours précisément des élections européennes, le RN qui est très très haut dans tous les sondages, le RN ne propose rien. L'agrégation des frustrations ne fait pas un programme. Est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que c'est encore efficace de s'attaquer de la sorte à l'extrême droite? Vous savez, on est à la veille d'une élection qui est historique et qui est profondément structurante pour l'Europe. Est-ce qu'on veut que ceux qui vont représenter la France soient les alliés d'Orban? Est-ce qu'on veut le recul des droits, le recul des libertés? Non. Et donc le président de la République, il fait quoi? Eh bien, il rappelle déjà dans son discours à la Sorbonne, 7 ans après, que oui, l'Europe est en danger. L'Europe qui nous a protégés pendant le Covid, en faisant des commandes groupées, en faisant plus de 800 milliards d'euros d'investissement dans nos entreprises, entre autres. Est-ce que c'est l'Europe qui soutient les droits avec l'Ukraine? Ou est-ce que finalement, vous savez, c'est cette Europe qui se cache, qui a honte et qui recule sur les droits, c'est celle des alliés du Rassemblement national. Et c'est simplement mettre en lumière le bilan qui est le leur par les votes, parce qu'ils mentent, ils font des choses à Bruxelles et ils disent l'inverse chez nous. Le débat aujourd'hui est ouvert, nous sommes en pleine période électorale et de campagne. Rappeler peut-être l'importance cruciale que nous vivons aujourd'hui, dire que oui, l'Europe plus que jamais est en danger, alors que ça a été un projet de progrès, un projet de droit, un projet de paix, un projet qui élève nos enfants avec Erasmus, avec nos universités, avec les puissances technologiques que nous devons porter. Oui, c'est cette Europe-là que nous voulons et que nous protégeons. Vous dites que c'est une élection historique Oui, à laquelle on va faire face dans oui. quelques semaines. Est-ce qu'il n'y a pas dans la majorité de la fébrilité actuellement quand vous voyez tous les sondages qui se suivent et se ressemblent, avec parfois même des écarts qui se resserrent entre la candidate de la majorité, Renaissance, Valérie Ayé, et la liste Non. portée par Raphaël Glucksmann, et des écarts qui s'accroissent encore un peu plus entre la sienne et celle de Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Est-ce que vous avez peur de cette élection d'une certaine manière si les sondages deviennent réalité? Tant qu'on n'est pas le 9 juin et que l'élection n'a pas eu lieu, il n'y a aucun combat qui n'est pas possible d'être mené et d'être gagné. Plus que jamais, oui, cette fois-ci, cette élection européenne est plus grave. Il y a la guerre sur notre continent, il y a des enjeux géopolitiques massifs. Je ne parle même pas de la question russe exclusivement, je parle des Chinois, je parle des Américains, je pense à notre souveraineté industrielle, je pense à notre souveraineté de médicaments, je pense à tout ça. Et parce que, peut-être plus que jamais, il y a des puissances étrangères qui mettent en danger notre prospérité, alors elle devient historique, c'est vrai. Vous êtes la ministre de la Jeunesse, je le disais, en réponse à une mobilisation controversée d'étudiants pro-Palestine, la direction de Sciences Po Paris s'est engagée hier soir dans un communiqué à organiser un débat interne, mais aussi à suspendre des procédures disciplinaires lancées contre des manifestants. Écoutez ce que disait tout à l'heure votre collègue, puisqu'elle est membre de la majorité, elle est aussi députée, Maude Bréjon, sur ce plateau. Mais c'est une capitulation face à des modes d'action qui sont encore une fois intolérables et face à ce que j'appelle par ces mots une forme de dictature de la pensée, de gens qui refusent tout débat, de gens qui refusent tout débat. Et c'est bien là le problème. Le problème, il est dans le mode d'action. Et troisièmement, et je voudrais terminer là-dessus, il y avait des élus qui étaient présents hier, des élus de la France insoumise, je pense notamment à mon collègue Thomas Porte, qui se sont comportés comme des pompiers pyromanes, qui utilisent des tensions identitaires à des fins électorales. Est-ce que la direction de Sciences Po Paris a capitulé face à ces étudiants pro-Palestine? Vous savez, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une minorité d'étudiants, ils étaient 150 à peu près, Un peu plus. ou un peu plus, en tout cas une centaine ou 200 étudiants, qui ont mis quasiment à feu et à sang Sciences Po, qui utilisent À feu et le à blocage, sang, bien sûr, c'est-à-dire en bloquant plus de 15 000 étudiants, en mettant en danger Sciences Po, en devant faire intervenir les forces de l'ordre pour protéger l'établissement. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un parti politique, il se trouve que c'est LFI, qui instrumentalise, qui essaye d'animer des violences, de la colère, et finalement de mettre à sac ce qu'on a de plus beau dans notre pays, c'est-à-dire nos grandes universités et les instituts d'études politiques. Mais il ne faut pas se tromper. Ces étudiants, ce sont des jeunes adultes. Normalement, ils savent leurs droits et leurs devoirs, leurs responsabilités. Et donc, quand on fait le choix de ne pas respecter les règles, d'amener le trouble, de faire du blocage, alors oui, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et donc, je suis dubitative de la décision de suspension des sanctions au moment où le Premier ministre lui-même appelle à ce sursaut d'autorité partout, à l'école,
de fait à l'université ou encore dans nos familles, puisque nous avons plus que besoin d'un cadre qui est respecté. Ces étudiants, ce sont des militants politiques qui viennent, d'une certaine manière, mettre à sac des lieux qui ont la vocation à faire élever les esprits, pas être pris comme ça en étau par des responsables politiques dangereux. Pro-Palestine sont donc tous, à vous entendre, des militants de la France Insoumise, pour dire les choses clairement. Ils étaient aux côtés, moi je ne sais pas comment ils votent, et franchement, je me garderais bien de caricaturer tout le monde. Mais ce que je vois, c'est que ce sont des étudiants qui ont répondu, entre autres, à un appel d'un parti politique qui s'appelle la France Insoumise. Vous parliez de ce que vous... Alors, vous ne qualifiez pas la réponse de Sciences Po Paris comme une capitulation, contrairement à Maud Bréjon, mais on comprend bien que vous n'approuvez pas la réponse apportée par... Je suis mitigée, mais pour une raison toute simple. Je suis mitigée. Juste pourquoi je suis mitigée, pour expliquer. Quand on pose une sanction, parce qu'il y a eu un trouble, lever une sanction parce qu'il y a un trouble plus grave, évidemment, me questionne. Je ne trouve pas ça... logique, normal. Pour que le calme revienne et que le dialogue puisse se réinstaurer, j'imagine que c'est dans cet esprit-là que la décision de Sciences Po a été prise. Mais où est-ce que vous situez la ligne rouge dans le mouvement actuel des étudiants pro-Palestine, à Sciences Po et ailleurs? La ligne rouge, elle commence par le blocage. En fait, c'est pas des enfants qui viennent frotter la ligne de la règle des parents. C'est pas la même chose. Là, ce sont des jeunes adultes qui connaissent les règles, qui volontairement ont choisi d'instrumentaliser ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et essayent de faire quoi? Essayent, d'une certaine manière, avec beaucoup de cynisme, de participer à une campagne électorale, celle de la France Insoumise. Mais il ne faut pas être naïf. Dans ces gestes-là, dans ces actes-là, de blocage, de violence, il y a des responsabilités. Et moi, j'ai toujours cru... Est-ce qu'il y a des dérives antisémites? Écoutez, quand on entend certains propos, bien sûr qu'il y a des dérives antisémites. Je les ai entendus. Il faut pas être... Quels propos? Des propos d'étudiants. On a vu des tweets, on a vu des responsables tenir des appels au soulèvement. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail de ces propos. Ils sont publics et ils sont particulièrement sur le réseau X. Quand vous voyez ces images qui viennent de la mobilisation à Sciences Po Paris, ces mains rouges d'étudiants, sympathisants ou militants pro-Palestine, ça vous inspire quoi? Vous savez, en tout cas, ça me met beaucoup de colère. Parce que dans un moment grave, dans un moment difficile, que vit aujourd'hui, en tout cas, la Palestine, Israël, après l'attentat qu'ils ont subi, aujourd'hui attiser des haines, alors que ce sont des étudiants qui sont censés être éclairés, qui travaillent avec curiosité, qui connaissent notre histoire, qui connaissent l'histoire, qui débattent de sujets politiques, eh bien moi, ça m'atterre. Mais ce n'est pas anodin. Je recontextualise parce que certains font un lien entre ce symbole des mains rouges et ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans, le 12 octobre 2000 à Ramallah, en pleine deuxième intifada, 2 réservistes israéliens qui entrent par erreur dans la ville sous autorité palestinienne. Une foule les attrape, les mutile, les massacre, les tue et l'un des meurtriers se montre alors à la fenêtre du commissariat de police où s'est produit ce double meurtre exhibant ses mains ensanglantées du lynchage auquel il vient de se livrer. Est-ce que ça, c'est de l'antisémitisme, ce qui s'est passé à Sciences Po et ce symbole des mains rouges réutilisé? Je me garderais bien d'essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête, très sincèrement. Et le plus simple, c'est de leur demander à eux. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des propos antisémites? Est-ce qu'il y a une montée d'antisémitisme dans notre pays? Bien sûr que oui, nous l'avons vu. Nous l'avons entendu, il y a des faits, ils sont enregistrés par le ministère de l'Intérieur. Bien sûr qu'on a une montée de ces actes antisémites, et en particulier, c'est vrai, dans un certain nombre d'universités. C'est là où je dis qu'il ne faut pas être naïf. Maintenant, moi, mon sujet, ce n'est pas de comprendre pourquoi ils ont fait ça ou pas. Ce que je vois, brandir c'est qu'ils un ne drapeau respectent... palestinien, ce n'est pas un signe d'antisémitisme. Non. Par contre, attiser... juger un élève ou un étudiant parce qu'il est juif, lui interdire de rentrer dans une conférence, le violenter, bien sûr, ce sont des actes antisémites. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc il ne faut pas être naïf. Par contre, ces étudiants, à la différence peut-être d'adolescents ou de ce qu'on peut voir, ils ne sont pas naïfs. C'est là ce que j'essaye de dire. Ils ne sont pas naïfs et donc quand ils ne respectent pas la règle, ils doivent être punis. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que vous demandez des comptes à la direction de Sciences Po Paris, dont vous n'approuvez pas les annonces d'hier soir? Je ne suis pas la ministre de l'Enseignement supérieur. Ils ont une tutelle et je suis sûre et je suis certaine que la ministre de l'Enseignement supérieur qui en a la charge a les tenants et les aboutissants et en dialogue permanent avec évidemment l'administration de Sciences Po Paris. Vous êtes ministre
de la jeunesse, dont une partie est gangrénée par la violence. Plusieurs drames récents ont marqué l'actualité. Le gouvernement veut replacer l'autorité au cœur de la République. Mais avec quels moyens et à quelle fin s'interrogent bien des professionnels de la jeunesse. Matignon s'apprête à lancer ses consultations contre la violence chez les jeunes. Les premières invitations ont été lancées aux partis politiques. Ça débutera la semaine prochaine. Quel est l'objectif concret pour arriver à quelles mesures concrètes et quels outils? L'objectif, c'est de permettre ce sursaut d'autorité partout, à la maison, à l'école, mais aussi dans la rue. Et pour ça, le Premier ministre a mobilisé plusieurs membres du gouvernement. Moi, par exemple, je fais les concertations également, mais avec les associations familiales. Je fais également cette concertation avec les organisations de jeunesse. Et je la fais bien sûr avec les professionnels qui accompagnent les enfants, des animateurs, des médiateurs, un certain nombre, en tout cas, d'adultes qui entourent nos enfants. Pourquoi nous avons besoin de ça? Non pas que ça touche la majorité de nos enfants. Surtout il y a beaucoup de choses qui ont déjà été annoncées. La mobilisation des internats pour des stages de remobilisation. Nous avons été avec des internats qui nous disent, hein, on a eu une directrice d'internat il y a une semaine sur ce plateau, très bien, mais nous, il nous faut des moyens, des personnels spécialisés, ce que l'on n'a pas actuellement. Alors c'est faux. Aujourd'hui, il n'y en a pas dans le temps scolaire classique. Et c'est normal, puisque c'est le temps scolaire. Mais les stages de remobilisation, comme ce que nous avons fait à Nice, c'est quoi? Ce sont des professionnels, ce sont des associations spécialisées qui ont plutôt la culture de la médiation. C'est la présence, par exemple, de la gendarmerie nationale, aux côtés, en fait, d'éducateurs. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande preuve d'amour d'un parent que de voir son fils ou sa fille prendre la mauvaise pente et de ne pas laisser cette pente s'installer et dire bah, écoutez, j'ai besoin d'un coup de main. Parce qu'on peut tous être débordés. Ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais parent. Parfois, vous savez, votre adolescent, il est pris par des mauvaises fréquentations. Parfois, vous posez la règle à la maison de rentrer à une certaine heure. Mais il n'est pas là ou elle n'est pas là. Alors on fait quoi? On laisse ses parents tout seuls? Non, bien sûr que non. Et c'est pour ça que l'idée, les travaux qui sont menés, et c'est une des mesures, c'est le collège de 8h à 18h, pour ceux qui n'ont pas d'activité. Sur la base du volontariat. Bien sûr, mais des activités pour éviter de traîner tout seul ou traîner dehors. Sur la base du volontariat, j'insiste. Oui. Mais bien sûr, c'est la base du volontariat. Mais parce que vous avez une majorité de jeunes qui ont des activités, par exemple. C'est ceux qui en ont besoin. Encore une fois, la majorité de notre jeunesse n'est pas dans une hyperviolence, mais il y a une minorité qui atteint des limites, et des limites graves. Est-ce que vous êtes favorable au couvre-feu pour les mineurs? Yael Braun-Pivet dit ce soir y être, la présidente de l'Assemblée nationale, extrêmement favorable pour les moins de 13 ans. Vous savez, cette possibilité, elle existe aujourd'hui dans plein de communes. C'est les maires qui décident de mettre ce couvre-feu ou pas. Moi, très sincèrement, bien sûr. Est-ce que c'est normal d'avoir un enfant de 11 ans ou de 12 ans à minuit dans la rue tout seul? La réponse est non. Par contre, c'est là où le soutien aux parents est nécessaire. Soit le parent, il essaye que son fils ou sa fille rentre à la maison, il n'y arrive pas. Et à ce moment-là, il peut sonner la sonnette d'alarme. Et là, on sera au rendez-vous. On sera au rendez-vous de la médiation. On sera au rendez-vous de l'accompagnement. Soit le parent, en réalité, ne se préoccupe plus de où est son fils ou où est sa fille. Et donc, à minuit, il n'a rien à faire dehors. Et à ce moment-là, si ça n'intéresse personne, alors oui, ça nous intéresse. Mais est-ce que ça doit être une mesure nationale ou vous laissez ça il faut pas que ce soit maires qui... Non, il ne faut pas que ce soit une mesure nationale. Parce que ces mesures-là de plus en plus. Celui qui connaît le plus sa ville, c'est le maire. Il y a des communes où c'est nécessaire et il y a des communes où il n'y a pas de besoin. Et vous savez, moi, je suis une élue locale. Et je pense que cette intelligence, elle est entre leurs mains. Par contre, nous, on peut les accompagner. Et c'est exactement ce qu'on fait pour ne pas laisser les parents ni tout seuls, ni les élus tout seuls. Et c'est là où il faut de l'intelligence. Parce que certains... Aujourd'hui, vous savez, ils viennent frotter le cadre. Et c'est pour ça que ce cadre doit être fort à l'école, pour rétablir le soutien aux enseignants, mais aussi à la maison, quand les parents se retrouvent parfois débordés. Vous êtes la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Un autre sujet s'est retrouvé au cœur de l'actualité cette semaine, la GPA, la gestation pour autrui, avec des attaques très violentes contre des familles françaises qui ont eu recours à la GPA à l'étranger. Que dites-vous ce soir à ces familles ? Que je serai à leur côté et que je suis la ministre de toutes les familles, des familles au pluriel. Et quand je dis les familles au pluriel, ça va bien sûr des familles avec un père, une mère, deux papas, deux mamans, un papa, une seule maman, d'un enfant adopté ou qu'on a eu de son chair et de son sang, de toutes les familles, sans exception, qu'elles soient monoparentales ou recomposées, qu'elles soient nombreuses ou avec un seul enfant. Qu'est-ce que vous dites à Marion Maréchal quand elle j'ai tweet où est la maman à propos du couple J'ai honte de ces propos, de Simon et pire que ça, qui viennent d'avoir deux petites filles. J'ai absolument honte. Et ces propos sont homophobes. Elle nie en réalité des familles entières qui sont composées, oui, pour certains d'entre eux, de deux papas. Et c'est honteux
Parce que vous savez, en faisant ça, ce qu'elle fait, elle met en danger les enfants. Elle met en danger ces enfants qui sont dans nos classes, qui sont dans notre pays, qui sont aimés, accompagnés, parce que cette violence qu'elle essaye d'une certaine manière d'utiliser pour des raisons électorales, eh bien, elle risque de l'amener à la cour d'école. Quand vous avez votre fils ou votre fille qui se retrouve... C'est un appel à la haine, voire à la violence vis-à-vis de moi, c'est un certains appel à la violence, rien d'autre, bien sûr. Et donc, pour un parti qui appelle à l'ordre et à l'autorité, c'est quand même fort de café que de voir une de ces personnalité, une de ces figures, eh bien, nier même l'existence de ces familles. Et ça, c'est grave, encore plus quand on est un responsable politique. À titre personnel, est-ce que vous souhaitez que la GPA soit un jour autorisée en France ? Vous savez, il y a des GPA aujourd'hui dans le monde. Ce qui est certain, c'est que oui, il faut protéger les enfants et leurs droits. En France, est-ce que vous la souhaitez bien sûr, un jour autorisée ? Moi, je souhaite qu'on sorte de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est que on sait que c'est un sujet qui est difficile à aborder parce qu'il est instrumentalisé par des extrêmes. Je souhaite simplement que la préparation de notre pays à avoir un jour ce débat puisse se faire parce que oui, donc pourquoi il y a pas des enfants, un jour à l'issue d'un vrai débat. Ouvrir un débat, mais bien sûr, et c'est sain et c'est serein. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de cette hypocrisie. Ces enfants vont bien, ils ont des parents qui les aiment, il faut les protéger et je serai à leur côté. Merci à vous, Madame la Ministre déléguée, d'avoir été en direct avec nous ce soir dans le Week-end 3D sur BFM TV.